Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler des risques de la rentrée. Et malheureusement, ces risques sont nombreux. Ils nous concernent tous, que ce soit sur l'activité économique, l'emploi, le chômage, également notre épargne. D'ailleurs, comment protéger notre épargne contre ces risques ? On va voir ça dans le détail, évidemment avec des graphiques réalisés sans trucage comme d'habitude, toujours également en toute indépendance, parce qu'en ce moment il y a un vrai problème d'indépendance, notamment de la part des économistes. Donc on va regarder ça, on va essayer de vous donner des pistes de sortie justement par rapport à ces risques. Et d'ailleurs, quels sont-ils ? Voilà, il y en a trois principaux. D'abord la France, j'ai envie de dire c'est le principal risque aujourd'hui, bien sûr pour nous les Français, mais pour l'ensemble de l'Europe d'ailleurs, puisque comme vous le savez, nous n'avons toujours pas de gouvernement, il y a une crise politique qui s'enlise, qui s'aggrave de jour en jour, j'ai envie de dire, et on nous parle même maintenant d'un blocage de l'économie française pour le mois de septembre. Donc évidemment, déjà, ça ne va pas très fort d'un point de vue de l'économie française. Si en plus on a ces blocages, la récession va évidemment revenir assez rapidement, donc d'où une hausse du chômage, une hausse du déficit public. Comme vous le savez, il n'y a toujours pas de budget, donc vous voyez, des risques énormes aujourd'hui qui d'ailleurs font peser des dangers également sur l'ensemble de la zone euro, avec un risque de crise existentielle de la zone euro, on verra ça dans le détail. Deuxième danger, évidemment, la récession. On en parle de plus en plus, que ça soit bien sûr pour l'Europe, mais ça c'est nouveau pour les États-Unis, pour la Chine. Est-ce que c'est concret, est-ce que c'est réel? On va voir ça dans le détail. Et puis bien sûr, la bourse qui a bien remonté. On a vu un mini-crack, comme vous le savez, on en a parlé d'ailleurs début du mois d'août. Et puis ensuite, une remontée assez spectaculaire. Est-ce que ça va durer? D'ailleurs, c'est la question de la semaine. Vous avez été nombreux à me poser cette question. Est-ce que la bourse va continuer d'augmenter? Donc ça sera la question de la semaine. Et évidemment, on parlera d'une bonne nouvelle. Alors, ça ne sera pas à la fin. Pour une fois, on va changer un petit peu. Ça sera pendant la vidéo. Une bonne nouvelle, d'ailleurs, assez rapidement. On va voir ça dans le détail. Tout de suite, on commence parce que, évidemment, le programme est très chargé. Alors, je vous ai fait une petite liste des principaux risques qui nous menacent. Il y en a évidemment beaucoup. J'en ai sélectionné 7 que l'on voit ici. Donc, d'abord, bien sûr, les risques géopolitiques. Ça, évidemment, on ne maîtrise pas. On espère tous qu'on va éviter la Troisième Guerre mondiale. On l'a frôlé à plusieurs reprises depuis 2022. Finalement, on est toujours là, donc c'est quand même la bonne nouvelle. Vous voyez, il faut rester optimiste. Parfois, on me perçoit comme pessimiste. Non, on doit garder l'optimisme en espérant qu'on évitera évidemment cette Troisième Guerre mondiale. Donc deuxième risque, en espérant donc que le premier risque sera évité, la récession, qui donc ferait son grand retour dans de nombreux pays, et surtout aux États-Unis et en Chine. Est-ce que c'est concret? Est-ce qu'on aura là aussi des conséquences pour nous? On va le voir. Troisième danger, l'inflation. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus trop, c'est vrai qu'elle recule mécaniquement, mais néanmoins, elle est toujours là, elle est toujours élevée, et certains nous disent que non, ça va continuer de baisser. Mais si jamais ce n'est pas le cas, on le voit depuis quelques jours, le prix du baril repart à la hausse, les coûts du fret sont de plus en plus élevés, donc attention, l'inflation n'est pas enterrée, elle peut revenir très vite, et si l'inflation repart à la hausse, ça va évidemment casser l'activité économique, ce qu'on appelle la stagflation, stagnation économique, inflation élevée, ce qu'on a connu en 2022 notamment, ça pourrait là aussi revenir. Quatrième danger, évidemment la France, on en a parlé, la France donc qui plonge dans une crise politique dramatique, donc cette crise est en train de devenir également économique et surtout sociétale. Comment pouvons-nous nous en sortir? C'est une vraie question, on n'a pas la réponse, faut être très honnête aujourd'hui, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, puisque a priori il n'y aura toujours pas de gouvernement, même si un gouvernement il sera très vite mis en minorité, comment va-t-il faire des lois? On doit proposer un budget 2025 qui n'est toujours pas là, on doit également s'engager à réduire notre déficit public vis-à-vis de la Commission européenne, mais pas seulement, vis-à-vis des Français aussi, et là aussi rien n'est fait, comment va-t-on s'en sortir? C'est un vrai danger. Et donc si évidemment ce danger se matérialise, on aura le cinquième risque, c'est-à-dire la zone euro qui pourrait imploser. On sait que des grosses tensions entre la France et l'Allemagne, ça pourrait faire mal. Donc la zone euro est bien en train de revenir dans une crise existentielle. Donc quand on voit l'euro qui s'apprécie, notamment face au dollar, ça paraît un petit peu bizarre et surtout pas durable. Alors autre danger, là aussi on pourrait avoir un des fleurons du numérique ou une banque internationale qui ferait faillite. Pour l'instant on ne voit pas, mais ça pourrait être un risque. C'est vrai que souvent les risques on ne les voit pas arriver. Donc souvent au mois de septembre on a ces dangers qui sont là. Donc soyons prudents aussi. Puis bon, septième risque, j'espère qu'on va l'éviter, bien sûr, une nouvelle pandémie. On essaye de nous faire peur comme d'habitude. On s'est déjà fait avoir une fois, je pense qu'on le fera 2 fois. Et espérons qu'on va éviter, bien sûr, cette pandémie. Et de toute façon, les réactions ne seront pas les mêmes. Puis de toute façon, on ne pourra pas faire non plus confiner l'ensemble des personnes. Je pense que là, on ne se laissera pas faire. Et parallèlement, il n'y a plus les moyens de le faire parce qu'on ne peut plus encore augmenter la dette publique, augmenter la planche à billets. Donc voilà. Mais ce risque, quand même, disons-le, il est là, il existe tout de même. Mais bon, en rouge, ce sont, selon moi, les principaux risques. Donc récession, la
la France dans une grave crise économique et sociale et sociétale, et la zone euro qui pourrait évidemment en pâtir. Alors, justement, quelles seraient donc les conséquences de ces risques? Elles ont commencé déjà à arriver, donc ça pourrait être l'effondrement de l'activité économique. Évidemment, si on a par exemple une crise de la France et de la zone euro, les taux d'intérêt vont augmenter très fortement, ce qui va casser l'activité économique. Évidemment, un krach boursier durable, donc ça répond à la question de la semaine. On pourrait avoir cette baisse boursière assez rapidement. On pourrait également avoir donc, comme on le voit, la poursuite de la montée en flèche des valeurs refuges, notamment l'or. Ça aussi, on en parlera, parce que souvent on me dit, oui, mais à chaque fois que je disais, il faut continuer à acheter de l'or, on me dit, non, mais là, il est trop cher. On a dépassé les 2500 $ l'once, on se verra tout à l'heure, ou encore le franc suisse, donc les valeurs refuges, là aussi, ont encore de beaux jours devant elles. Effondrement de l'euro-dollar, là, c'est vrai qu'il est reparti à la hausse, mais là, évidemment, si la zone euro s'effondre, l'euro finira par baisser, bien entendu. Remontée des cours du pétrole, ça commence depuis quelques jours, c'est surtout par rapport au risque géopolitique. Bien entendu, s'il y a une récession, augmentation de la pauvreté dans le monde, et bien sûr des tensions sociales et sociétales à travers la planète. Ouais, bon, c'est pas très joli, c'est pas très gai, mais voilà, si on a des risques, on a évidemment des conséquences de ces risques. Donc voilà ce qui nous menace pour le mois de septembre et évidemment les mois à venir. Alors pour le moment, justement, comment peut-on évaluer ces risques? Alors on vient justement d'avoir les premiers indicateurs avancés donc, du mois d'août, à commencer par ce qui s'est passé donc, sur la France. Et donc là, on voit l'indice INSEE du climat des affaires. Donc vous vous souvenez, il s'était complètement effondré au mois de juillet. Donc c'est la courbe bleue ici, donc indice INSEE du climat des affaires, tout à fait officiel, ce sont les entreprises qui y répondent. Ça s'était effondré. Puis au mois d'août, alors certains nous disaient, oui, il y a l'effet JO, c'est formidable, tout va mieux dans le meilleur des mondes, etc. Ça a un petit peu remonté, mais vous voyez qu'on est toujours largement sous la barre des 100, donc en zone de contraction de l'activité. Donc il y a bien eu un petit effet JO, mais néanmoins très limité, surtout que, vu ce qui se passe aujourd'hui, dès le mois de septembre, ça pourrait partir à la baisse. Donc là, on voit bien que pour l'instant, la France, la courbe rouge chez le PIB, est toujours menacée par la récession. Jusqu'à présent, par un coup de baguette magique, on sait très bien qu'on évite à chaque fois la baisse du PIB, mais si on regarde les enquêtes INSEE, donc tout à fait officielles encore une fois, eh bien on devrait avoir cette contraction de l'activité que nous n'avons toujours pas aujourd'hui, mais qui est bien là. Autre conséquence de cela, c'est évidemment sur l'emploi. Et là aussi, la même enquête INSEE du mois d'août, donc auprès des chefs d'entreprise. Alors là, on voit l'indicateur de l'emploi, donc c'est la courbe rouge. Donc plus ça monte, plus ça veut dire que le chômage va augmenter. Alors ça a un petit peu baissé effectivement donc sur le mois d'août, mais néanmoins, on voit bien que la tendance, elle est là. On pourrait atteindre un taux de chômage de 8,5% d'ici la fin de l'année, contre aujourd'hui, vous voyez qu'on a baissé un petit peu artificiellement à 7,3%. On est à 16,5% de taux de chômage si on regarde l'ensemble des chômeurs, et pas seulement la catégorie A. Donc on voit bien que ça, c'est le vrai danger. Activité économique en berne, et donc récession, et parallèlement, ensuite, augmentation du chômage. Ce sont vraiment les dangers qui menacent la France, et évidemment, la crise politique ne va pas arranger les choses. Alors, on a également eu les enquêtes des directeurs d'achat, et là, assez incroyable, parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est bien sûr l'industrie, qui a continué de chuter, 26e mois de récession donc, pour l'industrie française. Vous voyez bien, donc on est à un niveau de 42,1, c'est un plus bas, bon, à part la période Covid, depuis avril 2009. Donc on avait également atteint ça en décembre 2023, donc on se rend bien compte que là dans l'industrie c'est la bérésina, il n'y a pas de réindustrialisation, il y a encore malheureusement des entreprises qui essayent de s'en sortir, mais parallèlement très souvent elles ont des pénuries main d'œuvre, donc là l'industrie malheureusement souffre énormément en France, et donc c'est ce qui fait que là aussi il y a toujours des risques de récession. Par contre, il y a eu une bonne nouvelle, et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle de la semaine, et là on va voir un petit effet JO, c'est effectivement que l'activité, selon les directeurs d'achat dans les services, regardez bien, hop, elle a explosé. Donc là, elle était en récession depuis plusieurs mois, et là, au mois d'août, on est monté à 55, donc un plus haut depuis mai 2022. Évidemment, ça fait du bien. Je vous l'ai toujours dit que ça allait ramener 1 à 2 milliards d'euros, ces Jeux Olympiques. C'est bien, évidemment, mais c'est pas ça qui va changer la donne. Et donc, dès le mois de septembre, ça devrait malheureusement repartir à la baisse parce que la crise politique française s'envenime. Et au moment où je vous parle, les taux d'intérêt des obligations d'État sont en train d'augmenter. On le voit ici. On est revenu sur des niveaux de 3%. Alors, c'est vrai qu'on était bien, il y a encore quelques temps, à plus de 3,5%. Ça avait baissé ensuite. Là, ça repart à la hausse, mais on est autour des 3%. Donc ça veut dire une charge d'intérêt de la dette toujours très lourde, et également pour les entreprises, pour les ménages, pour l'immobilier, si les taux d'intérêt sont élevés, ça limite évidemment l'activité. Et regardez bien par rapport à l'Allemagne, on a donc la courbe rouge c'est la France, la courbe bleue c'est l'Allemagne, le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique, on est à plus de 0,74 points donc d'écart entre la France et l'Allemagne. Donc c'est des niveaux qu'on n'a pas connus depuis 2012, on les a parfois connus sur certains jours, mais néanmoins il faut remonter à 2012 si on veut avoir des niveaux bien plus élevés, on sera bientôt à
certainement un 0,8 point d'écart entre le taux 10 ans allemand et le taux 10 ans français. Donc il y a une prime de risque sur la France. Les investisseurs s'inquiètent justement de cette crise politique. Pour l'instant, on se dit que bon, on trouvera une solution, mais plus les semaines passent, c'est vrai que c'était les vacances, les Jeux Olympiques, on se dit on va trouver une solution à la rentrée, mais là il est clair qu'il n'y aura pas de solution. A priori, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de gouvernement NFP, donc ça veut dire pas, a priori, d'augmentation forte des impôts et autres, mais on ne sait pas, ça pourrait changer, parce que là aussi, personne ne sait ce que va faire Emmanuel Macron. Et même sinon un gouvernement, on va dire, de centre-droit ou autre, une large majorité, enfin un large éventail, entre guillemets, de participants, comme il n'y a pas de majorité absolue, ben là aussi, il peut y avoir des 49-3, il peut y avoir ensuite des motions de censure, ça veut dire des gouvernements qui sautent et ainsi de suite. Donc l'instabilité politique française est partie pour durer, et notamment pour faire un budget. Vous savez qu'on doit le faire maintenant, il faut le présenter le premier mardi du mois d'octobre, normalement, mais là, il n'est même pas prêt. On nous dit, oui, on va reconduire les dépenses de l'année dernière. Oui, mais ça aussi, il faut une loi pour le faire passer. Donc s'il n'y a pas de loi, comment va-t-on faire? Et donc, a fortiori, s'il n'y a pas de gouvernement. Donc plus on tarde, plus c'est dangereux, et plus évidemment ça revêt des risques. Et là, ça commence à arriver sur les marchés obligataires, avec des taux d'intérêt qui repartent à la hausse, notamment sur la France, avec un écart toujours élevé avec l'Allemagne. Et comme vous le savez, on a maintenant des taux d'intérêt français qui sont supérieurs aux taux d'intérêt portugais. Ah, donc le Portugal est moins risqué que la France. Il faut dire qu'eux, ils ont des excédents publics, ils ont réduit leur dette, alors que nous, évidemment, on est toujours sur des déficits dramatiques et on n'est pas prêt de les réduire. Donc ça, c'est quand même le grand danger qui nous menace, le principal danger, va-t-on dire, pour cette rentrée, celui de la France. Et le pire, c'est qu'on ne voit pas d'issue. Parce que là, pour le moment, comme ça dépend, je dirais, du contexte politique et qu'il n'y a pas d'issue, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée, sauf si le président démissionne. Alors ça serait un autre cas de figure, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui se décide non plus. Donc néanmoins, on voit bien que nous sommes complètement bloqués. Alors, si on regarde maintenant les autres indicateurs des directeurs d'achat, notamment donc dans la zone euro, on voit que c'est à peu près la même chose partout, c'est-à-dire qu'on a une récession qui s'aggrave dans l'industrie, vous voyez c'est la courbe rouge ici, puis dans les services ça va mieux, c'est notamment grâce à la France, comme on vient de le voir, mais si on regarde l'indicateur composite pour l'ensemble de la zone euro, vous voyez qu'on reste sur une croissance autour des zéros, donc la zone euro est toujours fragilisée, donc quand on voit l'euro qui repart à la hausse, évidemment c'est pas crédible, c'est plutôt le dollar qui est attaqué, donc l'euro en bénéficie, mais si l'euro monte, ça risque de casser encore l'activité économique, et donc là aussi ce n'est pas du tout justifié sur la base des fondamentaux économiques, d'autant que bien là l'Allemagne est en train de s'effondrer. Alors là c'est l'un des rares pays pour l'instant pour ceux qui ont publié des indicateurs des directeurs d'achat. Donc l'Allemagne, il y a une baisse de l'activité, un très fort ralentissement dans les services ici en vert et dans l'industrie. On reste là aussi en récession pour l'Allemagne. Hier a été publié l'indice IFO du climat des affaires, toujours outre-Rhin, regardez bien, ça continue de baisser, avec la baisse du PIB allemand pourrait atteindre des niveaux de moins 2%. L'Allemagne va très mal. Et certains disent, bon, vous voyez, si l'Allemagne va mal, c'est mieux pour nous, parce que nous, on va un peu mieux qu'eux. Oui, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que si l'Allemagne va mal, elle n'est pas prête, elle n'est plus prête à avaler des couleuvres et à laisser donc la France augmenter ses déficits. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences, évidemment, sur la cohésion au sein de la zone euro, d'où le fait que nous avons aujourd'hui une crise existentielle de la zone euro qui pourrait se produire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, attention, grande prudence. Et donc, l'euro, évidemment, repartira à la baisse à ce moment-là. Alors si on regarde aux États-Unis, parce qu'on nous parle de récession outre-Atlantique, c'est vrai qu'il y a de la récession dans l'industrie, enfin, mais la courbe rouge, on est repassé sous la barre des 50, donc sur l'indicateur des directeurs d'achat, donc oui, il y a une baisse de l'activité, par contre, dans les services, ça a augmenté, vous voyez la courbe verte ici, donc il n'y a toujours pas de récession dans les services aux États-Unis, donc si on regarde l'indicateur composite, là aussi, il a un petit peu baissé, mais c'est toujours, vous voyez, en phase, là c'est le PIB, là c'est l'indicateur composite, on est autour des 2,5 à 3% de croissance, donc c'est vrai que quand aujourd'hui, les marchés paniquent, oh là là, il peut y avoir une récession ou autre, la Réserve fédérale dit oui, on va baisser les taux d'intérêt. C'est bizarre, parce que pour l'instant, il n'y a pas de signaux clairs de récession aux États-Unis, même de signaux à venir. Les indicateurs avancés ne montrent pas du tout cela. Idem au Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, c'est l'inverse de l'Allemagne. C'est le seul pays, finalement, où les indicateurs des directeurs d'achat s'améliorent, tant dans l'industrie que dans les services. Vous voyez que dans l'industrie, on est sorti de la zone de récession, c'est la courbe rouge. Dans les services aussi, on est largement au-dessus. Donc on pourrait avoir une croissance qui va bien redémarrer donc, au Royaume-Uni. C'est assez surprenant. Bon, tant mieux pour eux, bien entendu. Mais on se rend bien compte que là aussi, les risques de récession ne sont pas là. Il y a certes une récession qui pourrait arriver en Chine. On verra avec les chiffres la semaine prochaine sur les directeurs d'achat du mois d'août, qu'on n'a pas encore. Mais néanmoins, ce risque de récession est un petit peu exagéré à l'heure actuelle. Donc je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. On voit l'ensemble des pays qui ont publié leurs enquêtes du mois d'août.
Donc il n'y en a pas beaucoup, il y a seulement ces pays qui sont là, donc il y a toujours l'Inde qui est numéro 1, ensuite les États-Unis, le Royaume-Uni qui revient, le Japon également qui est loin de la récession, donc la France, on a vu, ça remonte, hein, c'était la bonne nouvelle, notamment liée au JO, mais ça risque de repartir à la baisse dès le mois de septembre, l'Australie, la zone euro, donc on reste proche d'une croissance autour des 0%, et donc l'Allemagne malheureusement, qui elle est vraiment en zone de récession. Donc voilà un petit peu la situation économique, on voit bien qu'il y a des dangers, pas pour l'instant de risque de récession aux États-Unis, mais c'est surtout, je dirais, la zone euro qui est menacée. Alors sur ce, est-ce qu'on pourrait dire que les marchés boursiers vont continuer d'augmenter? C'est vrai que quand on voit ce qui se passe d'un point de vue boursier, c'est une volatilité incroyable, hein, un yo-yo assez incroyable. Vous voyez, donc là on a le Standard & Poor's 500, donc la bourse américaine, on avait atteint donc des sommets historiques il y a encore quelques mois, ensuite ça s'est effondré, vous voyez, on a chuté de 8,5% entre, je dirais, le 5 mai, enfin le sommet du mois de mai et donc le début du mois d'août, et après hop, redémarrage assez incroyable, 8,3% d'augmentation, si bien qu'on est quasiment sur les sommets historiques sur le Standard & Poor's 500, donc la bourse repart de plus belle, notamment aux États-Unis. Alors, c'est pas vraiment le cas en France, et là on voit qu'il y a bien un problème France, puisque regardez bien, alors la France aussi on a redémarré, c'est vrai que ça avait fortement chuté, on avait une chute de 13,5% entre le 15 mai et le 6 août, vous voyez l'effondrement ici, à partir d'un sommet historique, certes, ensuite ça remonte, 6,5%, mais on est toujours très très loin du sommet, donc on est à même 7,9% en deçà du sommet du 15 mai dernier. On voit bien que les Américains redémarrent, mais pas nous, donc il y a bien un risque France, et les investisseurs se disent, même si 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, il y a quand même un risque France, vu la situation politique. Donc quand je retourne sur les marchés boursiers, j'achète de la bourse un peu partout, notamment aux États-Unis, mais pas trop en France. Donc on voit bien qu'il y a ce décalage qu'on ressent également sur le CAC 40. Et même si on regarde le CAC 40 Gross Return, Gross Total Return, c'est-à-dire avec les dividendes intégrés et réinvestis, ben là aussi, vous voyez, on a une baisse de 6,8% par rapport au sommet du mois de mai dernier. Donc ce n'est pas l'euphorie, hein, vous voyez, le CAC 40 n'a pas l'euphorie boursière que peut avoir par exemple le Standard & Poor's 500 ou encore le Nasdaq. Alors là, le Nasdaq, un yo-yo incroyable, donc évidemment l'effondrement boursier donc après la bulle de 2020-2021, donc 36,4% de baisse, après un rebond incroyable, 82,6% donc d'augmentation, puis une chute de 13,1%, et là, regardez, on repart de 10,6%, ça baissote un peu depuis 2 jours, mais on est là aussi quasiment revenu sur le sommet historique. C'est assez incroyable. Donc malgré tous les dangers, tout se passe bien. On se dit oui, la Réserve fédérale américaine va baisser les taux, donc on peut y aller, on peut acheter des actions donc américaines, même risquées. Et c'est vrai que le fer de lance de cette nouvelle bulle, c'est Nvidia. Alors même si évidemment c'est une très belle entreprise, on voit bien, regardez bien l'évolution. Donc depuis le 14 octobre 2022, plus 1101% jusqu'au 10 juillet. Après, ça s'est effondré de 25,5%. Et là, c'est reparti en 10 séances de 29,4%. Ce qui veut dire que depuis le 14 octobre 2022, une hausse de 1026% pour le cours d'Nvidia. Bravo si vous en avez acheté, si vous avez conservé surtout, mais c'est vrai qu'avec une telle hausse, c'est assez incroyable, hein, bien entendu. Donc ça montre bien que l'IA continue d'avoir le vent en poupe, et notamment Nvidia. Donc vous voyez que ça reste, là on voit pas, ça a fortement baissé, puis ça a ensuite remonté. Voilà, c'est assez incroyable, c'est vraiment une volatilité extrême, un yo-yo très puissant, et c'est jamais bon signe, parce que quand il y a une telle volatilité, souvent c'est signe avant-coureur justement d'une très forte baisse. Donc soyons là aussi très prudents. On voit Apple, là aussi ça avait très fortement augmenté, ensuite ça a fortement baissé en 2022-2023, puis ça a repris quasiment 86%, ça a rebaissé un petit peu, et là on revient, vous voyez, donc chute de 10,9% donc en 15 jours, et là on est quasiment revenu sur le sommet du 16 juillet dernier. Donc Apple aussi se porte très très bien. Autre entreprise, Tesla, là aussi, alors c'est un peu moins bon quand même, parce que bon, ça avait flambé effectivement donc, de 1602% de mars 2020 à novembre 2021, après effondrement de quasiment 74%. Ça a redémarré, mais on voit que là, on se stabilise, vous voyez, autour des $200, je dirais, le cours de l'action. Donc c'est pas mal, hein, mais c'est pas non plus l'euphorie. Et donc on a là aussi une chute de 48% par rapport au sommet de novembre 2021. Donc c'est quand même pas rien, hein, quasiment 50% de baisse.
baisse, mais néanmoins, si vous avez acheté en bas, c'est toujours en augmentation. Je vous ai d'ailleurs fait un petit tableau récapitulatif des variations depuis 2019, donc avant la période Covid. C'est des chiffres complètement fous. Nvidia, plus 3732%. Tesla, donc malgré, on va dire, l'évolution mi-figue-mi-raisin de ces dernières années, plus 1022%. Apple, plus 539%. Meta, ça avait bien baissé, c'est reparti à la hausse également, donc c'est Facebook, 486% d'augmentation. Microsoft, 326%. Google, 225%. Il n'y a que Amazon, finalement, qui fait moins bien que les autres, mais c'est quand même 140% d'augmentation, ça reste très bien. Si on regarde en termes de capitalisation boursière, les chiffres, là aussi, sont complètement fous, ils défilent en temps de regardez bien, la valeur boursière donc, de Apple, c'est 3450 milliards de dollars. Complètement fou. Et donc un PER, le PER, c'est le Price Earning Ratio, c'est-à-dire la valeur boursière par rapport au profit. En fait, combien d'années de profit faut-il pour justifier la valeur boursière de l'entreprise? 34. Je rappelle que le niveau normal, c'est entre 12 et 15. Va-t-on dire, allez, on peut monter à 18 si vous voulez, mais 34, ça commence à faire cher. Nvidia, 3110 milliards donc, de valeur boursière. C'est là aussi assez incroyable. Donc, PER de 73. Le cours est cher, alors peut-être que ça sera l'avenir, c'est sûr, d'ailleurs ça l'est déjà, mais néanmoins, 73 c'est assez cher. Microsoft, un peu plus de 3000 milliards, PER de 35, Alphabet, donc Google, un peu plus de 2000 milliards de valorisation boursière, donc PER de 24, bon c'est un peu moins cher, c'est d'ailleurs la valeur on va dire la moins chère finalement en termes de coût par rapport au profit. Vous avez ensuite Amazon, donc un PER de 41, Meta, PER de 26, là aussi c'est un peu comme Google, et parallèlement donc enfin Tesla, un PER toujours de 55, donc relativement élevé, là aussi quid de l'avenir pour la voiture électrique. Voilà, beaucoup d'incertitudes, mais on voit bien que cette augmentation boursière de ces derniers jours, elle est un petit peu bizarre, surtout après le mini-crack qu'on a eu. Et d'ailleurs, ça montre bien que le mini-crack, c'était pas simplement lié au carry trade au Japon, comme certains l'avaient dit, du moins au fait que la Banque du Japon avait augmenté ses taux d'intérêt, sinon ça aurait continué de baisser. Mais non, c'est reparti à la hausse, donc c'est bien qu'il y avait un autre problème. Peut-être qu'il y aura un autre problème demain qu'on ne voit pas aujourd'hui. On a vu tout à l'heure les risques. Donc les risques ne sont pas intégrés. Alors c'est vrai que pour l'instant, les investisseurs se disent, c'est bon, la Réserve fédérale a annoncé la semaine dernière qu'elle allait baisser les taux d'intérêt au mois de septembre. Très bonne nouvelle, c'est formidable, sauf qu'attention, donc l'inflation, c'est vrai, c'est la courbe bleue ici, a bien baissé, on est à 2,9% aux États-Unis, mais c'est toujours au-dessus de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale. Donc prudence, il peut y avoir des mauvaises surprises, la Fed va certainement baisser les taux d'intérêt, on est à 5,50, elle pourrait les baisser assez rapidement à 5, et c'est vrai que c'est aussi un petit peu anormal, parce que normalement, donc justement, la Réserve fédérale ne réagit pas, ne bouge pas ses taux d'intérêt, surtout à la baisse, ou à la hausse d'ailleurs, avant les élections, mais surtout à la baisse, que ça favorise un petit peu, on va dire, le candidat en place, donc la vice-présidente en l'occurrence. Donc c'est un petit peu bizarre que la Réserve fédérale, je dirais, s'immisce dans la campagne, puisqu'il n'y a pas vraiment de raison de baisser les taux, l'inflation est toujours élevée, et puis surtout, la croissance est forte. Vous voyez, c'est ça qui est très anormal. Vous voyez, je vous ai mis ici la corrélation entre les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, c'est la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est le glissement annuel du PIB américain, donc la croissance annuelle américaine, et c'est vrai que normalement, la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt quand il y a un risque de récession, quand il y a une baisse des taux d'intérêt, une baisse de la croissance assez forte ou qui commence à arriver. Or là, c'est pas du tout le cas. Même là, vous voyez, la croissance est en train d'augmenter. Et pourtant, la Fed nous dit qu'elle va baisser les taux d'intérêt. Et si on veut voir les indicateurs avancés qu'on a vus tout à l'heure, là aussi, c'est plutôt à la hausse. Donc c'est vrai que ça colle pas. Ça veut dire que la Réserve fédérale nous dit je vais baisser les taux d'intérêt alors que finalement, il y a quand même une inflation qui reste élevée et puis la croissance reste bonne. Alors soit elle a une information que nous n'avons pas, c'est possible, mais sinon, évidemment, ça veut dire qu'il y a là aussi un problème de baisse de taux d'intérêt. Alors, malheureusement, peut-être que cette information va arriver et que quand nous l'aurons, ça sera une crise assez grave. Et c'est pourquoi la Réserve fédérale américaine baisse ses taux d'intérêt maintenant. Elle avait fait exactement ça en février 2020. Alors, le corona à l'époque était déjà là, mais on ne savait pas ce que c'était. Et elle avait très fortement baissé les taux d'intérêt hors réunion de politique monétaire, alors qu'il n'y avait pas encore de confinement, etc., de pandémie. Donc voilà, il y a peut-être une information, encore une fois, qu'on n'a pas. Donc soyons quand même extrêmement prudents. Le fait que la Réserve fédérale américaine s'empresse à baisser les taux d'intérêt, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc prudence. Et d'ailleurs, pour terminer, eh bien, on voit que les cours de l'or continuent de battre des records. Donc ça montre bien que les investisseurs sont toujours inquiets. La bourse remonte. Les investisseurs se disent, oulala, une poire pour la soif comme d'habitude, même un jerrycan pour la soif, puisque regardez bien le cours de l'or. Alors je vous avais conseillé d'en acheter il y a déjà très longtemps, même quand on était à 1500 $ l'once, ça vous le savez. Après on est monté à 2000, après 2300, 2400, et là donc 2517 $ l'once. Donc le 26 août, un nouveau record historique. Donc est-ce que ça va durer ?
là aussi, on a ces risques géopolitiques, mais le fait que l'or monte, ça montre bien qu'il y a des risques qui sont toujours élevés pour cette rentrée, même en euros. Donc on a battu des records, là on a en dollars, et là en euros c'est la courbe bleue, donc ce qui montre bien qu'il y a cette inquiétude qui est là. Donc restons prudents. Hein. Aujourd'hui, d'un point de vue boursier, je pense qu'il faut rester prudent, acheter donc des valeurs refuges. L'immobilier, ça va encore malheureusement baisser en France. Sur l'euro-dollar, on l'a vu tout à l'heure, danger sur l'euro. Donc le dollar pourrait repartir à la hausse. Le franc suisse également continuer d'augmenter. Donc soyons extrêmement prudents. Comme je le dis souvent, carpe diem, parce qu'évidemment la rentrée s'annonce particulièrement compliquée, mais nous serons toujours avec vous justement pour essayer de sortir par le haut de ces crises et de dépasser ces dangers. C'est ça, l'économie est plus fort que les dangers qui nous menacent. C'est tout ce que je peux nous souhaiter entre guillemets pour cette rentrée. Merci encore pour votre soutien, pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour vos abonnements premium. Donc comme ça je le rappelle, il faut cliquer sur le bouton souscription ou rejoindre. Certains ont du mal à le voir, mais enfin ça dépend des configurations YouTube, mais généralement il est au-dessus des vidéos. Donc c'est formidable. Pendant cet été, j'ai continué justement de faire ces vidéos parce qu'il y avait une demande et il y a d'ailleurs une très forte audience. Donc merci d'être resté fidèle. Merci pour vos messages qui sont vraiment toujours extrêmement sympathiques. Merci donc pour vos messages, pour votre soutien et pour votre fidélité. Bonne continuation, portez-vous bien, bonne rentrée et j'ai envie de dire à très bientôt. Merci beaucoup et encore une fois, portez-vous bien.